merci d'être venu en ce lundi après-midi pour cette table ronde avec une thématique très intéressante, c'est Utopie et Machine. Utopie et Machine, on va évidemment se poser la question de comment est-ce qu'on peut construire une utopie avec des machines, la question de la libération ou de l'asservissement de l'homme. Et autour de notre table, on a 5 spécialistes, en tout cas 5 personnes qui ont plein de choses à nous raconter là-dessus. Je vais commencer avec Sylvie Denis, qui est romancière et traductrice. Côté roman, vous lui devez notamment L'Empire du Sommeil, La Saison des Singes, Le Recueil Pèlerinage ou bien encore Haute École. À ses côtés, Gérard Klein. Gérard Klein, auteur, directeur de la collection notamment Ailleurs et Demain, mais tellement plus. Allez, je cite un titre. Les Seigneurs de la guerre, mais tellement plus, et on va pouvoir pas mal discuter avec lui. Tout au bout, Simon Bréant qui est maître de conférence en littérature française et à qui on doit la science-fiction en France, un ouvrage. L'ouvrage, pas la science-fiction. Oui, on lui doit pas la science-fiction en France, il est trop jeune ce garçon, mais je vous recommande notamment son ouvrage. À ses côtés, Hugo Bellagamba, ancien directeur artistique des Utopiales, qui revient pour la première fois en tant qu'auteur, mais pas que, et à qui on doit des titres comme L'origine des victoires, Tancred, ou bien encore l'essai sur Robert Heinlein, Solution non satisfaisante. Et le dernier, qui est à mes côtés, Claude Eken, romancier, critique, scénariste de bande dessinée notamment. Et dans sa bibliographie, on vous recommande très chaudement Le Monde tout droit réservé, ou bien encore Au réveil, il était midi, recueil de nouvelles aux éditions de La Talente. Alors, la question sur les utopies et sur les machines, on va peut-être commencer du début. À partir de quel moment on voit l'arrivée de machines dans la construction de certaines utopies ? Question ouverte. Qui veut commencer ? Allez, Gérard. Instinctivement, je dirais milieu 19e. Est-ce que je me trompe ? En partie, parce que je pense que Thomas More, dans son utopie, alors pas évidemment au sens moderne du terme, mais fait une large place à l'organisation et à des machines qui simplifieront la vie. Alors à partir du XVIIIe siècle, et plus spécialement du XIXe, on va effectivement assister à les fourriéristes, les Saint-Simoniens sont des apôtres de la machine qui sont convaincus, à juste titre d'ailleurs pour l'essentiel, que la machine va transformer et améliorer l'humanité. Il ne faut quand même pas oublier que environ les 2/3 de l'humanité vivent aujourd'hui, malgré l'augmentation considérable de leur nombre, comme jamais l'humanité n'a vécu auparavant, et pour l'essentiel, c'est grâce à des machines. Alors, ce qui est assez frappant, parce que j'ai un petit peu étudié l'utopie pour un travail en cours, c'est qu'au 20e siècle, la pléthore d'utopies sous toutes les formes, au XXe siècle, il n'y en a pas. En dehors des sinistres utopies nazies et communistes, il n'y en a pas. L'utopie est mise en acte et aboutit à des centaines de millions de morts, mais de textes proprement utopiques, il est très difficile d'en trouver. Quelque chose à rajouter, Simon, peut-être ? Alors, on peut faire une nuance pour que ce soit bien clair, c'est que l'utopie n'a pas nécessairement partie liée avec les machines. C'est, y compris dans les utopies du 19e siècle, de très nombreuses utopies, le fourriérisme notamment, fonctionnent essentiellement à partir d'une certaine conception de la société. Et qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est d'ordre de l'ingénierie de la société, mais fonctionne aussi en grande partie sur la question de la bonne volonté, en quelque sorte. Bon, mais n'étant pas spécialiste de ces questions, là, je ne vais pas développer sur ces choses-là. En revanche, effectivement, il y a une convergence à peu près automatique, mécanique, si j'ose dire, entre la puissance industrielle et les développements industriels du 19e siècle et l'idée que la machine est un point d'accès, alors effectivement, à l'amélioration des conditions de vie et d'une manière générale, qui permet d'envisager d'avoir un pouvoir sur la condition humaine qui dépasse
la simple justement initiative individuelle. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse effectivement créer quasiment de toutes pièces les conditions idéales pour le monde. Et je pense à un exemple assez frappant, assez amusant de ce point de vue-là, qui est le roman plus ou moins de Jules Verne, les 500 millions de la Begum, dans lequel on a finalement deux conceptions plus ou moins utopiques qui s'affrontent, même si l'une des deux est facilement qualifiée de dystopique, mais c'est quand même une conception utopique, une conception française, puisque je rappelle que la France, à cette époque-là, c'est évidemment le bonheur de la société, et l'Allemagne, c'est le mal. Mais la France, d'un côté, avec Franceville, je passe les détails de l'histoire, mais est fondée sur une conception hygiéniste et sur une organisation, pour le coup, très à l'ancienne de l'utopie, où l'essentiel est de bien organiser la société et que les gens soient contents et travaillent bien. Bon, voilà. Alors qu'à l'opposé, nous avons une utopie qui, elle, est mécaniste, fondée sur l'idée de l'industrie, qui est Stahlstadt, donc la cité de l'acier, qui va être fondée quasiment uniquement sur une espèce d'organisation hiérarchique dont le but est de faire en sorte que la société se superpose à la production industrielle. Or, évidemment, un des propos du roman est d'établir que ce type de projet uniquement fondé sur la machine est fondamentalement destructeur et, en un sens, porte en lui les germes de la guerre et de la destruction. Même si, à la fin, il faut le dire, l'idée est que Stahlstadt va être annexé à Franceville, ou en gros. Est-ce que ça veut dire que dans les utopies du 19e, tu as déjà esquissé la réponse, le rapport à la machine il est forcément positif? Hugo, si tu veux. Il y a un micro. Oui, non, mais bon, ça va, on peut se passer. On parle un après l'autre, donc. Juste pour ajouter, avant de te répondre sur le rapport à la machine, en fait, c'est aussi le rapport à la science qui est derrière. C'est-à-dire que la machine est la conséquence de la science. La machine est comme symptomatique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord la science qui devient le moteur de l'utopie. Et ça, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, ça commence bien avant le 19e. On ne voit pas tellement de science chez Thomas More, qu'il y a un début de réflexion sur la part de la science. Mais c'est surtout chez Francis Bacon, avec la Nouvelle Atlantide, où les Atlantes de Bacon commencent à avoir des laboratoires où ils font de la recherche scientifique, ils font de la science expérimentale. Et cette science expérimentale leur permet de créer des machines. Donc tout commence en fait avec le XVIIe siècle. En fait, c'est vraiment le siècle de la raison, du raisonnement scientifique qui amène à la machine. Donc c'est un peu inévitable en fait, la machine, elle court dans l'histoire de l'utopie, en gros du XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors au XIXe siècle, le rapport à la machine, il est très ambivalent en fait, parce que à la fois on a beaucoup d'utopies qui, à mon sens, sont des utopies où la machine a un rôle positif à jouer. En gros, on est dans une phase d'industrialisation qui fait peur à tout le monde, et Gérard a cité Saint-Simon, qui voyait justement l'industrie comme une opportunité. Et donc la machine doit permettre en quelque sorte de donner à tout le monde le bénéfice de l'industrie, de faire en sorte que par l'industrie, le bonheur soit accessible à tous. Donc la machine, dans un premier temps, au XIXe siècle, dans un premier XIXe siècle, on va dire, elle est l'ouverture vers le bonheur absolu et, on va dire, la plénitude des moyens offerts à chaque individu, etc. Et puis petit à petit, des auteurs d'utopie vont commencer, sans faire forcément des contre-utopies, mais vont commencer à avoir un regard plus goguenard, plus critique, plus satirique sur la machine, jusqu'à envisager de s'en débarrasser complètement. Mais il n'y a pas une espèce de naïveté au XIXe siècle, à mon sens, où la machine aurait la solution ou serait la solution de tout. Et on n'a pas besoin d'attendre la Première Guerre mondiale pour que des auteurs commencent à percevoir le danger de la machine. Donc la machine, elle est plutôt envisagée comme nous le faisons encore aujourd'hui, c'est-à-dire comme un outil qui peut être extrêmement positif, mais aussi amener les pires dérives. Voilà, donc on est dans un siècle ambivalent quand même. Je voudrais juste apporter une précision. Enfin, Hugo a totalement raison. Je me suis un peu mélangé les pinceaux et je pensais à Francis Bacon plutôt qu'à Thomas More. Excusez-moi, c'est l'âge. Est-ce que simplement, alors on parle en général, est-ce qu'il y a quelques utopies marquantes de cette période-là sur notre sujet des machines qu'on pourrait donner au public qui nous écoute? Cette période-là, c'est-à-dire... Celle qu'évoquait Hugo sur le 19e, oui, ou avant, en tout cas d'utopie machiniste sur laquelle on pourrait travailler. Comme ça, moi, je vois
pas de texte, j'allais sauter au XXe siècle avancé avec l'utopie machiniste merveilleuse de la culture de Ian Banks. Ouais. Robot de la culture, venez me chercher. En fait, je pense que le public attend aussi qu'on passe plus vers le XXe siècle et le XXIe, mais juste, il y a un texte que moi j'aime bien qui se trouve que je relis justement pour une conférence que je vais prononcer sur citoyenneté et utopie dans quelques semaines, qui est un texte de Samuel Butler. Samuel Butler, c'est un auteur du 19e siècle. Il a créé un texte magnifique qui est tout à fait disponible aujourd'hui. D'ailleurs, il est à la librairie, là, vous pouvez le trouver, qui s'appelle Erewhon. C'est l'anagramme de Nowhere. Et en fait, Samuel Butler, qui est un satiriste du 19e siècle, a construit ce texte parce qu'au départ, il est d'une famille de pasteurs. Et il devait être pasteur comme son père, son grand-père, voire je crois même son arrière-grand-père. Puis lui, il n'a pas voulu faire ça, donc du coup, il est parti élever des moutons en Nouvelle-Zélande. Et au bout d'un moment, les moutons en Nouvelle-Zélande, ça l'a fatigué. Et donc, il a travaillé à un texte satirique qui est une utopie, qu'il appelle Erewhon, puisque dans ce texte-là, comme chez Thomas More d'ailleurs, tous les noms sont inversés. Et pourquoi il est intéressant ? Parce que c'est le contrepoint de cette table ronde, d'une certaine manière, puisque Samuel Butler nous décrit un monde d'où les machines ont été bannies complètement. Et il y a un souvenir des machines qu'il appelle le livre des machines, qui raconte comment les machines avaient envahi la sociabilité humaine, comment les machines dominaient l'homme dans tous les aspects de sa vie quotidienne et de sa vie sociale, et comment l'homme a banni la machine. Donc ce texte-là, Erewhon, qui est très sympa, très satirique, très très drôle, qui est juste là à la librairie. Bon, Butler pourra peut-être pas être là pour le signer, mais en tout cas le texte est là à la librairie. C'est vraiment le contrepoint de la table ronde. C'est l'opposé, je dirais que on pourrait mettre Butler d'un côté, puis Banks de l'autre. Oui, Samuel Butler, d'ailleurs, il faut tout lire, ne serait-ce que Ainsi va toute chair. C'est un écrivain absolument fabuleux, un peu trop, enfin pas oublié, mais etc. Et alors, précisément dans Erewhon, il y a, je crois que c'est là qu'il y a une page ou deux où il décrit l'évolution des machines. C'est une page qui est d'une modernité extraordinaire, parce qu'il y a une espèce d'évolution darwinienne des machines qui finit par les rendre toutes intelligentes et toutes puissantes. Et c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux s'en débarrasser. Simon, et puis après Claude. Juste une mention en passant de Wells, c'est-à-dire que même si, il y a pour le coup on sort du 19e siècle, vu que la logique utopique, éventuellement la technocratie intervient, mais je voulais juste préciser justement, avant justement la logique technocratique éventuellement de Wells, la représentation qu'il peut avoir dans la machine à voyager dans le temps. C'est-à-dire que le futur dans lequel arrive le voyageur est au départ une sorte de futur bucolique d'où la machine est bannie. Et il se trouve que dans cette représentation-là, il y revient après, justement il a des perspectives plus technocratiques, mais dans cette représentation-là, la machine, c'est l'ennemi en quelque sorte, puisque les Morlocks, qui sont les ouvriers qui ont gardé un sens de la technique, sont ceux qui sont, d'une certaine façon, par inversion, les vrais maîtres de ce monde qui n'a d'idyllique et d'utopique que les premières apparences. Alors, personne n'est vraiment maître de quoi que ce soit dans cet avenir, mais en tout cas, c'est le dernier principe actif qui reste, et d'une certaine façon, la machine et l'instinct mécanique se trouvent du côté du mal à cet endroit-là. Mais ce n'est pas le cas dans tous ces textes, loin de là. Oui, c'est peut-être déjà les excès de la technologie du 19e siècle. Alors, j'ai l'impression, Hugo, que lorsque tu parles de ce que pouvait apporter la technologie du 19e, est-ce que c'est vraiment utopique ? J'ai l'impression qu'il y a un malentendu entre le confort, le bonheur que ça apporte et la prospérité. Il y a une idée d'avantage économique que d'une idée de bonheur du peuple. Et c'est une ambiguïté qui va durer pendant un certain temps, et qui, à la longue, pourrait être délétère. Une image frappante, c'est celle de Métropolis ensuite, c'est-à-dire justement l'idée que la machine et le rouage va plutôt effectivement asservir l'homme, le transformer en élément d'une machine plutôt que le rehausser. Donc il y a effectivement cette Gérard. Oui, il y a un auteur qu'on a oublié sans l'oublier entre nous, c'est Edward, je ne me trompe pas, Bellamy, oui, qui dans Looking Backward, je ne me souviens plus du titre français, 100 ans après exactement, décrit une société en gros socialisante et où
je ne me souviens pas des détails, mais enfin, où la machine, l'organisation de cette société et la machine tient un rôle très positif. Et un des aspects intéressants de 100 ans après, c'est qu'il imagine, par exemple, la carte de crédit. Il imagine des tas de choses, mais il imagine, entre autres choses, la carte de crédit. Donc une société bien organisée pour lui passe par une utilisation raisonnée de la machine. C'est un très beau livre. Sautons à l'époque moderne. Vous avez déjà commencé à en parler. C'est Yann Banks, le cycle de la culture. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot justement sur ce cycle de la culture et sur l'utilisation des machines? Qui veut commencer? Sylvie peut-être? Allez. L'univers d'Yann Banks, c'est un univers, c'est réellement une utopie, c'est-à-dire que rien ne s'oppose, il n'y a pas de contrainte de ressources ou d'intellect, de quoi que ce soit, et donc les hommes vivent en faisant ce qui leur chante, ce qui les intéresse, etc. Et les machines, que ce soit les robots, enfin ceux qui ressemblent plus ou moins à des robots, l'idée qu'on s'en fait, ou les minds, je suis désolée, je vais parler à moitié en anglais, c'est-à-dire les grands vaisseaux qui sont des entités pensantes. Tout cela est en fait au service des humains qui, eux, vivent leur petite vie ou grande vie, peinard, sans aucune limite. Oui. Oui, on a quand même fortement l'impression dans l'utopie de Banks, qui est fabuleuse pour les humains, surtout pour ceux qui ne veulent rien faire, c'est que les humains sont devenus des espèces d'animaux domestiques, des gentils chats, des machines, des petites machines qui sont des drones, jusqu'aux gigantesques cerveaux qui contrôlent des cités spatiales absolument énormes. Et les humains les amusent. Alors de temps en temps, ils utilisent des humains, en principe pour des tâches morales que leur programmation leur interdit de faire, mais ils sont très pervers au fond. Ils ont en particulier un sens de l'humour tout à fait britannique. Mais donc, bon, ils pourraient se débarrasser des humains sans grande difficulté, mais d'une certaine manière, les humains sont leur raison d'être. C'est un problème que je connais extrêmement bien parce que je suis l'humain d'un chat. C'est pas mon chat, c'est un chat qui était dans ma cour, qui est venu s'installer chez moi, donc je suis son humain. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre que le protéger, le nourrir, le faire soigner, lui assurer une vie tranquille, enfin, etc. Je ne peux pas dire que ce chat fasse énormément de choses pour moi, sinon occuper mon bureau, se dorer sous la lampe du bureau, si bien que j'ai du mal à travailler. Mais c'est assez ça le rapport des machines de Banks avec des intelligences artificielles de Banks, puisque là il s'agit vraiment d'intelligence artificielle avec leurs humains. Y a-t-il une défiance dans le cycle de la culture? Non. Je crois bien le connaître puisque je l'ai publié intégralement, mais non, il n'y a pas de défiance de la part des humains à l'endroit des machines. D'ailleurs, les machines ne laisseraient pas les humains développer une telle défiance. Sylvie. Il y a des civilisations qui ne sont pas la culture, dont on entend parler. Mais à l'intérieur de la culture, c'est vraiment une utopie, c'est-à-dire que les gens sont satisfaits. Et moi, je ne les considère pas comme des esclaves des machines ou comme un rapport de soumission. Ils ont à leur disposition toutes les ressources possibles et ils peuvent vivre les vies qu'ils veulent. On peut trouver difficilement plus idéal. Banks, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, malheureusement il est mort beaucoup trop jeune, mais dans son utopie, élimine un problème fondamental, enfin Sylvie l'a évoqué, un problème fondamental auquel les économistes dont je suis sont constamment confrontés, c'est le problème de la rareté. À partir du moment dans cet univers-là où on a de l'énergie, on peut fabriquer absolument n'importe quoi. Donc il n'y a plus de rareté. Et si quelqu'un désire quelque chose de pas trop extravagant, enfin, on ne va pas lui offrir une galaxie entière, mais on le lui donne. Ça fait partie du contrat. Alors, ce qui est frappant à cet égard, c'est que
l'utopie de Banks est tellement équilibrée et tellement efficace dans son rapport aux machines que finalement elle n'est pas le propos des romans. Il faut quand même le souligner. Et ce qui est souvent avancé d'ailleurs par des gens qui peuvent critiquer ou vouloir nuancer le rapport à la question de la culture, c'est qu'ils y voient l'expression d'une faiblesse, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a en quelque sorte pas grand-chose à raconter sur ce bonheur utopique atteint par la symbiose avec la machine. Pour autant, il me semble que cette critique qu'on pourrait adresser à la culture, c'est-à-dire le fait que l'aventure, les moments intéressants sont les moments de crise et que ce n'est pas effectivement dans l'utopie qu'on va les trouver, il me semble que malgré cela, il y a eu de la part de Banks une confiance infaillible dans son utopie d'un bout à l'autre, c'est-à-dire qu'à travers crise, remise en cause individuelle et exploration d'autres situations, d'autres équilibres, d'autres sociétés, eh bien, ce qu'il apparaît, c'est que malgré tout, l'utopie de la culture reste le moins mauvais des systèmes, pour paraphraser Churchill. Et que c'est le moins mauvais, notamment parce que justement, il y a cette bienveillance réciproque de la machine intelligente vis-à-vis de l'humain. Et qui effectivement, l'analogie avec le chat est tout à fait adéquate, avec cette différence qu'à ce moment-là, on accepte que le chat soit effectivement intelligent et conscient, ce que d'aucuns pourraient tout à fait soutenir. Mais en tout cas, il n'y a pas de ce point de vue-là, effectivement, d'infériorité ou d'asservissement. Et je crois que c'est un des rares exemples d'une utopie stable et assumée d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que le ressort narratif, on va y venir bien sûr, je pense, le ressort narratif de l'utopie en science-fiction, c'est qu'il faut la détricoter. Elle ne peut pas tenir debout. Sinon, le récit, semble-t-il, ne peut pas tenir. Et Banks a trouvé le moyen, en explorant les marges en fait, de la culture, de maintenir sa confiance dans son utopie, tout en racontant des histoires passionnantes. On pourrait juste... vas-y. Le problème de l'utopie de Banks, c'est qu'elle ne pose pas les conditions qui ont permis l'émergence de cette utopie. C'est posé, une fois pour toutes. On suppose que ça réclame une énergie considérable, encore davantage que ce que nous consommons aujourd'hui, et nous savons que nous consommons trop. Donc on suppose que l'accès à l'espace a permis d'obtenir tous ces moyens. Mais le fait qu'on ne sait pas comment elle a pu exister pose quand même un problème de fond. Oui, c'est exact, d'autant que ce n'est pas une utopie qui est née sur Terre. Il est tout à fait clair dans l'œuvre de Banks que c'est quelque chose qui est peuplé d'humains, mais beaucoup de ces humains ne sont pas des terriens. Bon, la Terre a été, après plusieurs tentatives manquées, rattachée à la culture, mais elle n'en est pas l'origine. Alors, en ce qui concerne le problème de l'énergie, Claude, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. L'énergie dans l'univers est inépuisable, et pour fabriquer n'importe quoi, on en a besoin de relativement peu. Alors, le problème, c'est évidemment de conquérir, par exemple, la fusion hydrogène. On a parlé hier, j'étais à une table ronde où il y était question d'ITER, enfin de ce genre de... Mais on peut supposer qu'une technologie très avancée n'ait pas de problème d'énergie, soit qu'elle récupère l'énergie que l'univers dépense sans compter, celui des étoiles, etc., soit qu'elle soit capable d'utiliser les procédés des étoiles, par exemple, pour se procurer de l'énergie. L'énergie n'est pas un problème. Alors, comment ils sont arrivés par là? C'est toute la question de l'émergence de l'intelligence artificielle, parce que sans les intelligences artificielles, toute la société de la culture de Banks, et puis sans la bienveillance que manifestent ces intelligences artificielles, toute la société de Banks ne tient pas. Hugo, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, c'était pour partir sur un chemin un petit peu connexe, mais pas tout à fait le même. Parce que par rapport à ce titre-là, Utopie et Machine, on est sur... c'est très vaste en fait comme titre. On est sur deux choses très ciblées. C'est-à-dire on est sur l'utopie complète, installée, c'est celle de Banks, dont on ne sait pas exactement comment elle s'est installée, c'est vrai. Et puis sur les intelligences artificielles. Mais quand on parle de machines, on ne parle pas que d'intelligence artificielle. Et quand on parle d'utopie, c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir l'utopie comme quelque chose de figé, de stable, de définitif. Mais on oublie souvent que dans l'histoire des utopies, dont la science-fiction est en partie l'héritière, en tout cas moi j'en ai la conviction, mais
en partie héritière, on voit bien qu'une utopie ne s'installe pas comme ça dans un claquement de doigts du jour au lendemain. On voit bien dans les premières utopies, que ce soit Thomas More, Bacon, etc., il y a des étapes intermédiaires. Et je pense que la science-fiction a hérité ça aussi, c'est-à-dire que l'utopie est un processus. C'est pas simplement une donnée établie, fixe, inaltérable, etc., la perfection atteinte, rien ne bouge. Ça, c'est une vision un peu étriquée de l'utopie. L'utopie, c'est un processus, et à ce moment-là, si on accepte d'intégrer les machines qui ne sont pas des intelligences artificielles et un processus d'amélioration de la société, on a tout un autre pan de la science-fiction qui vient à nous spontanément. Par exemple, je sais pas, la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson. Pour moi, ça relève de l'utopie. C'est-à-dire, c'est la construction sur le temps long d'un projet de société utopique qui se fait grâce aux machines, grâce à la technique, grâce à l'adaptation de l'humain à un nouvel environnement. Et si on regarde la trilogie martienne avec cet angle-là, on peut, je pense, parler d'utopie. On peut même parler d'utopie d'une certaine manière, c'est-à-dire la construction d'une culture véritablement. Je pense que de ce point de vue-là, on peut aussi se pencher sur ce rapport-là de la machine à l'utopie. Gérard ? J'avais une idée en tête et puis évidemment elle m'est sortie et je n'ai pas la machine de la culture pour moi. Alors, il y a un aspect qu'il faudra aborder, c'est l'utopie sans machine. Et c'est une dimension extrêmement importante d'une partie de l'idéologie contemporaine, à mon avis catastrophique. C'est mon sentiment et je le partage. Mon sentiment, mais enfin, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Ah oui, si je voulais dire ceci, c'est que dans l'utopie de Banks, elle n'est pas figée. Elle se développe, elle a une histoire, elle perfectionne ses propres instruments. Et d'autre part, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une espèce de retour en arrière. Enfin, la culture occupe une bonne partie, mais pas plus de la galaxie, de notre galaxie, et avec une espèce de de retour en arrière, de travelling arrière, c'est ça le terme que je cherchais. Banks montre qu'il y a énormément d'autres cultures, dont certaines d'ailleurs sont pas très éloignées de celles de la culture, dont d'autres sont très violentes et extrêmement différentes, mais enfin que la galaxie dans sa totalité est un bouillon de cultures, alors au sens biologique du terme, liés où des dizaines de milliers de cultures différentes se partagent l'espace, et dont la culture, avec un C majuscule, n'est qu'une petite partie. Simon, tu voulais intervenir. Dans le prolongement de ce que disait Hugo, et sans forcément avoir d'exemple spécifique en tête, je dirais qu'il y a qu'une des façons dont la science-fiction, surtout je pense à la science-fiction assez optimiste des années 40 et 50, anglo-saxonne dans un premier temps, il y a dans un élan pro-scientiste en quelque sorte, cette idée sous-jacente, me semble-t-il, qu'il y a la promesse dans la technique et dans les machines d'une utopie possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement, d'un progrès technique qui serait en quelque sorte un iPhone après un autre iPhone en quelque sorte, mais qu'il y a une signification à apporter véritablement à chaque nouveauté technique et des choix de société à faire. Je pense, alors pour prendre un exemple de cette logique-là, l'exploration que peut faire Asimov par exemple de la question des robots. Et donc de la machine. Alors on est évidemment, la question robot, intelligence artificielle, c'est une question qui nous a beaucoup occupé, que j'ai beaucoup entendu jusqu'ici. Mais prenons le robot au sens le plus simple, qui est celui d'Asimov au départ, c'est-à-dire le serviteur. Le serviteur fiable, tranquille, qui ne va pas se rebeller et qui pose problème dans les vieux territoires terriens, qui est interdit, qui est quelque chose qui est perçu comme un danger pour la stabilité de la société en fait, et qui dans les colonies qu'il envisage, par exemple face au feu du soleil, dans les colonies, est la source d'une stabilité sociale et d'un progrès social général qui n'est pas loin de l'utopie. C'est-à-dire que, alors démonté bien sûr par Asimov lui-même, comme je disais, il faut que l'utopie craque, sinon le récit ne fonctionne pas tellement, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de fascinant à envisager cette vie de grands propriétaires terriens, en quelque sorte oisifs pour le coup, et éventuellement, je ne sais plus si c'est à ce moment-là qu'ils sont des deux sexes, là, androgynes, enfin bref, peu importe,
mais grâce au robot, c'est-à-dire le robot comme source et moyen du bonheur individuel. Avec cette nuance apportée par Asimov, un peu, comment dire, qui finalement est un peu l'expression de la même idée, mais sous une autre forme, qui est que trop de bonheur, ça tue le progrès, donc ça tue la promesse de l'utopie, et donc il faut éviter que ce soit trop stable. Et donc il vaudrait mieux empêcher les robots pour que l'humanité continue à se développer. Disons, mais ce qui revient un peu toujours au même, c'est-à-dire l'utopie est au coin de la galaxie, quoi. Claude ? Oui, ce qui me paraît intéressant et à mettre en lien avec ce que disait Gérard lorsqu'il parlait d'une utopie sans machine, c'est qu'il semblerait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, la machine serait le préalable de l'utopie. Et que là, il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi nous pensons cela. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une certaine mythologie de l'efficience de la machine, peut-être par le fait de l'automatisation, de la répétition des tâches qui permet de ne pas se tromper, de ne pas avoir d'erreur humaine, et qui permettrait donc de mettre en place une société avec des codes bien précis qui permettrait la réalisation de cette utopie. Mais pourquoi on aurait besoin de la machine pour ça, quoi ? Ça, c'est un problème qui intéresse beaucoup les économistes aussi. Enfin, c'est pas vraiment mon champ d'expertise, mais une société, en tout cas une société sans machine, pour ce qu'on appelle aujourd'hui les pays développés, ça a un sens si on divise brutalement la population par 10 ou 20. Ce qui pose d'ailleurs le problème de la façon dont ça se passe. Et où la machine joue un très très grand rôle, dont ça se passe en Afrique par exemple, ça ne se passe pas toujours très bien. On parle d'utopie dans la libération des contraintes ou dans l'amélioration de l'humanité, dans ses capacités, dans tous ces romans que vous évoquez. Quelle est la différence ? Parce que tu parles d'utopie de machines et de travail répétitif, mais ça c'est une libération de contraintes, c'est une libération de temps et de difficultés. Mais il n'y a pas forcément que ça, par exemple chez Asimov ou dans Kim Stanley Robinson. Le cas d'Asimov est quand même assez particulier. Moi j'ai toujours trouvé personnellement que c'était un écrivain assez décevant. Parce qu'en dehors des quelques points qui ont été évoqués, à peine, il ne tire aucune conséquence sociale. Ni dans les robots, qui est la part de son œuvre que je préférais de loin, ni dans ces histoires d'empire galactique. Enfin, ça, il ne tire aucune conséquence sociale, et ça, c'est quand même difficile à penser. Bon, sur Terre, les gens ne veulent pas entendre parler des robots parce que ça prend les emplois, parce que ça leur ressemble trop, etc. Là où il y a très peu d'humains et beaucoup de place, les robots sont indispensables, mais il ne réfléchit jamais à la société, enfin au rôle que ça peut avoir dans la société, et c'est dommage. Ça correspond par ailleurs assez bien au personnage qui était par ailleurs d'une intelligence, d'une imagination exceptionnelle, ça j'en doute. Est-ce qu'on évoque Matrix ? Il y a quelqu'un dans la préparation de la table ronde qui en a parlé, Simon. Oui, je voulais. C'était un exemple paradoxal, Matrix, mais il me semble qu'il y a dans la perception qu'on peut avoir de Matrix une sorte de malentendu. C'est-à-dire que la société mise en place, qui est apparemment une forme d'asservissement de l'homme par les machines, est évidemment une forme d'utopie dans laquelle les machines tâchent au maximum de rendre heureux les humains. Puisqu'ils leur permettent, puisque l'idée selon laquelle les machines se nourriraient de l'énergie des humains est totalement délirante sur le plan de la production d'énergie, pour le coup, et inversement, l'énergie qu'il faut pour entretenir en bonne forme des êtres humains dans des plots et les faire rêver dans des conditions correctes, c'est évidemment, là aussi, absolument... c'est une dépense. La dépense entre ce que produisent les humains et ce que produisent les machines. Bon. Et donc, la représentation qu'on peut avoir dans Matrix, après, c'est toujours le même principe, mais la présentation qu'il y a là, il me semble que ce qui est intéressant dans l'exemple, en fait, ce que je voulais mettre en avant, au-delà de ce petit paradoxe, c'est que finalement, il y a une mise en doute, une mise en cause de l'aspiration utopique. C'est-à-dire, justement, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a une caractéristique commune dans l'idée d'utopie atteinte par la machine, cette libération des contraintes. Il y a l'idée selon laquelle, finalement, on n'aurait plus rien à faire. C'est-à-dire que, finalement, le bonheur, c'est l'oisiveté.
Ce qui n'est pas forcément absurde, c'est-à-dire que le bonheur peut tout à fait se trouver dans l'oisiveté. Mais il y a cette espèce de doute qui est immédiatement émis et dont Banks, justement, est admirablement exempt, mais cette espèce de doute selon lequel, malgré tout, ça n'est pas bien. C'est pour que le bonheur soit atteint, il faut qu'il y ait du travail, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc il faut qu'on agisse, il faut qu'on se rebelle du coup contre la machine qui nous transforme en moins qu'humains, nous fait de nous des êtres incubés, alors que finalement, voilà, la vie qu'on mène dans un espace virtuel est pas peut-être aussi satisfaisante que celle qu'on mène dans le monde réel, pourquoi pas. Toujours est-il qu'il y a cette idée, cette disqualification automatique de l'utopie, y compris et surtout fournie par la machine, avec l'idée qu'il y a une sorte d'usurpation et que tout ça n'est pas mérité, et qu'en somme, bah, voilà, que les gens qui vivent dans cette utopie, bah, quoi qu'il arrive, paradoxalement, ils ne la méritent pas, parce qu'ils ne font rien pour ça. Ils se laissent vivre. Voilà. Et je crois que c'est un moteur important de déstabilisation du coup de l'utopie. Et ce qui est bien pratique, c'est que bien souvent, on met en place la structure narrative, va mettre en place un héros sympathique, rebelle, qui va se mettre à dire bah, « moi, ça ne me convient pas, et puisque ça ne me convient pas, il faut que je le mette à bas ». Ce qui est quand même assez égoïste, puisque ça consiste à détruire quelque chose qui plaît à une très grande majorité de gens, mais lui, il se trouve que ça ne lui plaît pas. Sylvie. Il y a au moins un texte qui envisage cet aspect de Matrix. Matrix, je vois ça comme un cas où l'utopie, le monde est une machine et inversement. Et il y a un texte de Geoffrey Landis dans lequel le titre doit être The Machine of Ultimate Freedom. C'est pas traduit. Et l'idée même de la révolte est inclue dans l'utopie. C'est-à-dire que on peut se révolter contre la machine qui régente absolument tout, et la machine sera très contente, et l'humain aura eu sa révolte, mais ça fait partie du cycle. La nouvelle est excellente. J'ai jamais compris pourquoi ce texte n'était pas plus connu. Y a-t-il un éditeur dans la salle? Je ne l'ai pas lu, mais ce thème alors rejoint exactement le propos du roman Les humanoïdes de Jack Williamson, où il y a des robots, ils décident qu'il faut protéger les humains, donc il vaut mieux qu'ils ne boivent pas, il faut qu'ils prennent de l'exercice, alors les humains finissent par avoir totalement marre. Je dirais que dans l'idée de l'utopie en général, il y a deux concepts différents. Il y a celui de la libération, en particulier du travail, dont on a parlé, et puis il y a celui de l'émancipation. Bon, alors, est-ce qu'on a envie de retourner au paradis terrestre, mais en étant libre? Moi, oui. Si j'avais été un peu plus libéré du travail, j'aurais écrit plus de nouvelles et de romans pour votre malheur, probablement. Alors, il y a un autre aspect qu'on n'a pas pris du tout en compte, qui est la machine dans l'anti-utopie, dans les grandes anti-utopies du XXe siècle, c'est-à-dire Le meilleur des mondes d'Huxley, où elle joue un très grand rôle, puisque c'est dans une machine qu'on est, qu'on est au sens de la naissance. Nous autres de Zamiatine, où c'est une machine gigantesque qui est en cours de construction pour faire une croisière interplanétaire ou interstellaire. Et puis le limbo, dont on aura peut-être l'occasion, sur lequel on aura l'occasion de revenir tout à l'heure, où la machine, en tout cas des compléments prothétiques machiniques de l'humain, jouent un rôle considérable. Il me semble que j'ai oublié une anti-utopie fondamentale, mais... Hugo. 1984, oui, la télévision joue le rôle néfaste que nous lui connaissons, mais redoublé. Juste pour revenir sur le travail, pour pas donner une vision biaisée des premières utopies, donc pas de la science-fiction, je reviens en arrière dans le temps. Il n'y a pas d'éloge de l'oisiveté dans les premières utopies. Chez Thomas More, on travaille. Dans toutes les utopies du 19e siècle, on travaille. Simplement, on travaille moins d'heures. C'est pas les 35 heures, mais c'est moins d'heures. On travaille mieux parce qu'on choisit son travail en fonction de son profil. Et donc, c'est l'apologie plutôt du travail choisi et scientifiquement organisé pour qu'il se fasse dans des meilleures conditions. Donc, celui qui le fait le mieux, c'est Charles Fourier dans Les Phalanstères, où il explique que si le travail est dicté par la passion,
si on a une attraction pour son activité professionnelle qui est de même ordre que l'attraction que les corps célestes ont les uns envers les autres, je fais un parallèle assez simple entre la gravitation universelle et l'attraction, le sentiment d'aimer quelque chose, une personne ou une activité. La théorie de Fourier, c'était que si chacun aime son métier, chacun le fera mieux, en moins de temps et de façon plus efficace et contribuera au bonheur de la société. Donc il n'y a pas l'idée que l'utopie amène à une oisiveté dont il faudrait se sentir coupable. Simplement, le travail devient quelque chose de positif, plutôt. Ça, c'est jusqu'au milieu du 19e siècle. Après, quand vient la question sociale, le problème du statut des ouvriers par rapport au patron et la question du contrat de travail qui va être dérogatoire au droit commun pour mieux protéger l'ouvrier, là, les utopistes se trouvent confrontés à leur propre logique et perdent un peu de terrain par rapport à d'autres courants politiques qui vont prendre de l'importance. Claude. La question de la machine dans les dystopies pose peut-être la question de quel type de machine va assurer l'utopie ou la dystopie. C'est-à-dire, le plus souvent, on a des machines qui échappent à notre contrôle et qui donc organisent à leur guise la société de manière à ce que tout fonctionne parfaitement. Alors que souvent dans les dystopies, j'ai l'impression qu'il y a d'abord une programmation de la machine. Il y a donc un projet, la machine est quand même au service d'une perspective que l'humain lui a imprimée, avec évidemment tous les problèmes que ça peut générer parce qu'on n'a pas prévu tous les détails, ou parce que le côté automatique devient forcément gênant. Alors, il y a une certaine, toutes les dystopies ne fonctionnent pas comme cela, mais il y a un certain nombre de dystopies dont on peut considérer qu'elles sont en soi des machines infernales. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, l'ingénierie sociale et la façon dont les rôles sont distribués, tout cela échappe au contrôle de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de personne au sommet et tous les moyens, que ce soit des moyens techniques ou les moyens humains, toute la pyramide de l'organisation, tout cela fonctionne comme une sorte de gigantesque, non pas d'organisme pour le coup, mais de gigantesque mécanisme, avec le sentiment qu'à l'intérieur, l'idée même de libre arbitre se trouve disqualifiée du seul fait que de toute façon, il n'y a pas de marge possible d'expression. Une boucle de rétroaction, positive ou négative. Voilà. Il y a un auteur qu'on n'a pas cité qui, dans un de ses premiers romans, il s'agit de Kurt Vonnegut, qui, dans un de ses premiers romans, Player Piano, qu'on a traduit, à mon avis, un peu de travers par le piano mécanique, mais ça a beaucoup d'importance, pose la question de l'automation et du remplacement du travailleur par la machine, et il la pose de façon, dans les années 1950, sauf erreur, de façon très intéressante. C'est ni une utopie, ni une anti-utopie, mais c'est une vraie question sociale qui se trouve posée à un moment après la Seconde Guerre mondiale, où aux États-Unis, on commence à la fois désirer et redouter les effets de l'automation. On a parfois des mises en place de sortes d'utopies, mais contre les humains pour leur bien, de machines qui prennent le pouvoir complètement. Vas-y, Hugo. Tu as aussi le côté encore plus, il ne faut pas oublier le côté satirique, hein. On citait Butler tout à l'heure, tu as Stanislas Lem par exemple, dans ses nouvelles sur les robots, où tu as une utopie où il n'y a pas d'humain du tout, quoi. Ouais. Alors en fait, en apparence, parce qu'en réalité c'est une nouvelle où les robots, alors j'ai plus le titre malheureusement, les robots se sont rebellés, ont quitté l'humanité, et donc ils ont créé une société robotique tranquille, où ils sont très heureux, et donc comment on dit alors, Ijon Tichy, Iron Thierry, enfin je sais plus comment. Les voyages, oui, de Iron. Voilà, enfin bon, le nom du personnage de Stanislas Lem récurrent, Ijon Tichy, mais je le prononce mal, est envoyé pour enquêter sur cette société robotique déguisée en robot. Et donc c'est fabuleux parce qu'il se déguise en robot, il va dans cette société robotique pour essayer de comprendre ce que les robots ont trouvé de mieux en l'absence des êtres humains. Et pendant qu'il mène son enquête, il est de plus en plus gêné par son déguisement robotique, ce qui fait que ça le gratte, il ne peut pas boire, il ne peut pas manger, ça devient insupportable. Et donc il se met dans un coin à un moment donné de la nouvelle pour s'enlever un peu son déguisement, pour essayer de manger discrètement. Et là, il voit un autre robot qui fait la même chose. Et alors il dit, mais tu n'es pas un robot, toi, tu es un être humain. Il dit, oui, toi aussi, oui. Mais on est combien? On est plein. Et en fait, c'est une société d'humains déguisés en robots qui ont voulu reconstruire leur société ailleurs en ne se faisant passer pour des machines. Donc on peut le voir aussi de manière satirique, c'est-à-dire que finalement on a toujours envie d'une société différente, on veut toujours repartir de zéro, et peut-être que la leçon de l'utopie c'est ça aussi, c'est que quelque part
On veut toujours changer le regard qu'on a sur ce qu'on est capable de faire. Mais toutes les contre-utopies ne sont pas des contre-utopies contre les humains. Il y en a parfois qui se débarrassent, qui s'écartent, qui ôtent l'humanité de l'équation, quoi. Et puis sur le plan satirique, alors, il ne faut surtout pas oublier l'immense... comment il s'appelle là, l'auteur, Sheckley, Robert Sheckley, bon, qui oscille constamment, de façon ironique, entre l'utopie et la contre-utopie, où les machines tiennent un rôle considérable, qui peut être catastrophique ou positif. C'est un immense écrivain. C'est le Voltaire du XXe siècle. Enfin. Absolument d'accord. Et de toute façon, le côté satirique et humoristique est profondément ancré dans le patrimoine génétique de l'utopie. Hein. C'est-à-dire que nous, peut-être en science-fiction, on a peut-être ce petit défaut, hein, peut-être, c'est qu'on oublie parfois, et que par rapport au Sheckley, etc., on a beaucoup d'auteurs comme Banks, hein, entre autres, qui abordent l'utopie avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'engagement, Mais en fait, l'utopie, au départ, c'était un vecteur de satire avant tout. Hein. Les premières utopies au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, l'utopie qu'on trouve, c'est souvent pour se... Voilà, on est plus dans la satire, dans la moquerie, dans le truc énorme qui ne peut pas arriver, et qui, voilà, justement, joue à montrer les dérives de la société. Ce qu'on retrouve aujourd'hui peut-être dans la dystopie, une interrogation permanente sur le progrès et sur les machines et sur l'humanité. J'ai pas encore trouvé le grand roman satirique sur la singularité, mais il doit exister quelque part. Ouais, ça va arriver. Voilà. Sur ce que disait Hugo tout à l'heure, c'est-à-dire la continuité entre l'utopie et la science-fiction, il y a un admirable livre, un admirable essai qui s'appelle L'Utopie et les Utopies, qui est paru en 1950 au PUF de, tu vas me rappeler... Raymond quelque chose, c'est Raymond quelque chose. Ah, là j'ai un trou de mémoire, mais c'est fondamental parce que c'est le premier universitaire qui, dans sa thèse, fait le pont entre l'utopie, qui est son sujet en principe principal, et c'était, par ailleurs, ce personnage était quelqu'un de tout à fait étonnant qui s'est penché sur des tas de choses, sur la cybernétique. Enfin, alors son nom m'échappe, mais bon, l'utopie et les utopies, tu dois trouver ça sur ton anneau ordinateur. À moins que ça me revienne, généralement ça me revient juste. Alors, en passant donc des textes plus ou moins satiriques sur la singularité, je pense qu'on peut en trouver chez Charles Strauss. Hein, il me semble bien que Aube d'acier, on est avec Strauss, on est dans la réflexion sur la singularité. Raymond Ruyère, voilà. Je voulais préciser une petite chose. Effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de l'oisiveté et de la valeur négative qui pouvait lui être associée pour un certain nombre d'utopies. Je ne voulais pas dire que c'était automatique et uniquement cela. Il y a effectivement une version assez différente de ce qu'on peut envisager. Enfin, je dirais qu'il y a au moins deux visions de ce point de vue-là d'une utopie à peu près réalisée, qui est d'une part l'utopie technocratique et d'autre part l'utopie des oisifs. Et de ce point de vue-là, on pourrait comparer deux textes français, dont l'un, Le Sceptre du hasard, est dû à la plume de Gérard Klein, et l'autre, c'est La machine du pouvoir de Michel Jury. Et à partir de prémices relativement semblables, enfin du moins en tout cas l'idée tout à fait à un moment donné tout à fait disons qui était un lieu commun de la science-fiction à un moment donné, qui était l'idée de la société gérée par un gigantesque ordinateur en quelque sorte. À partir de ces choses-là, ils ont développé chacun une vision très différente de ce que ça pourrait signifier, de ce que ça pourrait impliquer. Dans les deux cas, il s'agit de sociétés qui paraissent utopiques au premier abord. Mais celle de Jury est totalement technocratique, avec l'idée que chacun doit avoir la place que lui assigne la machine, et que chacun étant à sa place, les moutons sont bien gardés et que tout va bien, sauf que en fait on se rend compte assez rapidement que ça impose un régime effrayant à tout le monde. Bon, mais justement c'est la disqualification totale de l'idée d'oisiveté comme création de valeur, alors que dans le Sceptre du hasard, du moins la situation initiale, je ne vais pas raconter le récit, mais au contraire, c'est une libération, c'est-à-dire que l'utopie est atteinte, enfin du moins apparemment atteinte,
par le fait que justement il y a une libération totale. Et en ce sens, le sceptre du hasard est une sorte de précurseur, enfin du moins de l'utopie de Banks. C'est-à-dire qu'il y a des affinités en tout cas, puisque les individus sont libérés par la machine, mais c'est une machine qui est très instrumentalisée, hein, c'est pas les IA de Banks, et ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est le seul qui ne puisse pas faire ce qu'il veut, qui est justement le responsable de la machine. Et bon, voilà. Et il faut quand même qu'il y ait un responsable de la machine, et c'est de là qu'intervient. Moi, je ne vais pas parler du roman outre mesure, mais c'est un roman sur l'utopie par la machine aussi que le sceptre du hasard. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos invités ? Bonjour. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos travaux respectifs, qui sont tous vraiment excellents. Donc quand on parle du remplacement du travail par les machines, la réponse qui nous est proposée, c'est l'oisiveté et la flemmardise, on en a parlé. Et du coup, que va faire l'humain s'il ne peut pas travailler ? Et moi, ma réponse, donc je suis jeune, je suis un peu rêveur encore, je me dis que on peut encore développer la culture et le développement spirituel. Et du coup, est-ce que finalement, par l'arrivée des machines, l'arrêt du travail ne serait pas un passage obligé pour l'humanité, quelque chose sur lequel on ne pourrait pas faire sans. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, et moi j'aurais bien aimé vivre dans une société où j'aurais été libéré et émancipé, et où j'aurais pu faire strictement ce que j'aurais voulu. Ça dit, la plupart des choses que j'ai faites, j'ai quand même voulu les faire. Mais quand on regarde les utilisations qu'aujourd'hui une grande partie de la population fait de ces loisirs, et ces loisirs sont considérables, ils n'ont jamais été aussi importants, sauf peut-être à l'ère mythique des chasseurs-cueilleurs, et encore ça reste à voir. Quand on voit donc l'utilisation concrète qui est faite de ces temps libres, de ces loisirs, on est assez terrifié, n'est-ce pas, Monsieur Morandini ? Alors, moi, je voulais revenir sur la question en fait de l'oisiveté, notamment dans le cycle de la culture, parce qu'il me semble quand même qu'il y a des individus, que dans les romans, qui ne se satisfont pas de cette oisiveté, mais qui sont justement finalement auxquels la culture trouve un emploi, qui s'investissent pour résoudre des problèmes, notamment diplomatiques avec d'autres cultures qui sont présentes dans le monde, et auxquels les vaisseaux, justement, soit que ces vaisseaux ne peuvent pas résoudre directement, soit auxquels qu'ils ne veulent pas résoudre en s'impliquant directement. Et donc, ils ont besoin d'intermédiaires humains. Et donc, le problème se résout de lui-même, d'une certaine façon. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que oisiveté ne veut pas dire nonchalance. Et oisiveté ne veut pas dire inaction. L'oisiveté, au départ, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Puisqu'il s'agit du temps qu'on arrache aux nécessités de la vie pour développer effectivement l'intelligence, la culture, la connaissance, et pour pratiquer, alors je parle évidemment de l'oisiveté romaine et grecque, c'est de là que nous vient cette idée, et c'est un moyen de s'élever au-dessus de la condition d'être humain en fait. Au prix du travail des esclaves dans l'Antiquité romaine, donc, ce qui est quand même un problème, mais pour les machines c'est un petit peu moins problématique peut-être. Toujours est-il que, effectivement, oui, dans la culture, il y a des activités, mais en fait, tout le monde est actif. Tout le monde est actif d'une manière ou d'une autre, mais justement, une activité qui est en grande partie, qui est problématique de notre point de vue. C'est-à-dire que ça ressemble en grande partie du fait que ce sont des actions librement choisies, absolument pas imposées et qui ne correspondent absolument pas à la récupération d'un salaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur à ce travail. Ce travail ne vient que de la bonne volonté de l'individu. Et il est en soi-même sa propre récompense, en quelque sorte. L'activité est sa propre récompense. Donc c'est une sorte d'équivalence entre la loisiveté et la vertu de l'humain. Cette logique-là est... disons, ça demande un saut conceptuel. Sylvie. Non, moi je trouve pas que ça demande un saut conceptuel, mais je pense que c'est la raison même pour laquelle l'utopie, que le monde de Banks est si attirant, parce que l'homme y est absolument libéré des contraintes de la survie. Et ça,
le fait d'avoir écrit ça et d'avoir proposé et développé et mis en acte cette société, c'est un acte d'espoir que je trouve nécessaire et positif, et dont on a besoin dans les circonstances actuelles. Certes, mais conditionné par l'apparition d'intelligence artificielle et qui plus est bienveillante. Je ne crois pas aux intelligences artificielles et s'il n'y en a jamais, je ne suis pas sûr qu'elles soient forcément bienveillantes. Donc je laisse à Banks toutes ses responsabilités. Allez, on va rester là sur cette question ouverte. Merci à nos intervenants. Vous allez pouvoir les retrouver tout de suite en dédicace. Tout de suite, il y a eu aussi une conférence sur Steampunk et Utopie. Merci à tous.